Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le CQFR. Surprise, aujourd'hui, pas de Shai Mamou, pas d'Antoine Pimel. On a dû faire sortir un vétéran et un jeune prospect du banc pour vous donner votre dose quotidienne de CQFR. Je suis rejoint aujourd'hui par Benjamin Moubèche. Benjamin, comment ça va? Bah, écoute, ça va super. Très heureux de faire mon premier CQFR parce que c'est la première fois que je suis là. Donc, c'est un honneur pour moi de remplir les immenses chaussures de Shai Mamou. Grosse pression, très grosse pression. Joueur de grande taille, Shai Mamou, avec quelque chose du 49 si vous l'avez jamais croisé dans la vie. Bon, on sait, voilà. Été oblige, période un peu creuse. Par contre, hier, il y a quand même une vraie news qui est tombée. Cette fois, c'est pas une rumeur, c'est pas des bruits de couloir, c'est une news ferme qui va concerner principalement quand même les franciliens, ou du moins, ou sinon, si vous habitez en province et que vous avez envie de prendre un billet de train, ça peut vous intéresser aussi. Ceci dit, c'est la confirmation qu'il y aura à nouveau un Paris Game cette année, donc en 2024, un match à Paris, un match NBA. Benjamin, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'affiche qui se présente? Bah voilà, on a un petit Cavs contre Nets le 11 janvier à l'Accor Arena, qui est toujours du coup la salle d'accueil de ces matchs-là. Ce que je trouvais une affiche assez sympa parce que, mine de rien, c'est la première fois qu'on a deux équipes qui sont des équipes de playoff qui viennent à Paris. Parce que si on se souvient, le premier match était les Hornets contre les Bucks. Les Bucks, top, mais les Hornets, voilà, c'était pas tout à fait ça. La saison dernière, on a aussi eu une équipe en reconstruction qui venait à Paris, c'était un peu dommage aussi. Là, voilà, on a quand même deux belles équipes qui vont faire un beau match à Paris. Et c'est assez prometteur, je trouve. Donc, moi, je sais pas toi, mais l'affiche me hype pas mal. Carrément, pour une fois, ça devrait quand même être un match vraiment compétitif. Bon, l'an dernier, c'était Bulls Pistons. C'est pas que c'était pas compétitif, mais c'est vrai que c'était sympa d'avoir deux franchises historiques qui venaient jouer à Paris. En termes de niveau de jeu, c'était bon, c'était un petit peu plus compliqué. Par contre, il y a eu Mmh. du spectacle. Moi, j'avais eu la chance de pouvoir y être avec mon fils de 8 ans, donc c'était le premier match professionnel, donc il était content. Il y avait vraiment pas mal d'ambiance. Ça, c'était vraiment cool. Là, par contre, voilà, Nets Cavs, ça devrait vraiment jouer. Je pense que Brooklyn, on verra un peu ce qui va se passer cet été, s'ils bougent ou pas, mais dans tous les cas, je pense que l'équipe sera compétitive. Les Cavs le seront forcément. Donc ça, c'est plutôt cool, effectivement. Ouais. Ouais, carrément, surtout que ça risque d'être un match qui pourrait compter pour les Nets pour la qualification en play-off. Donc, normalement, ils vont le jouer pour de vrai. Ce qui est un peu dommage avec le match de Paris de manière générale, c'est que des fois, les équipes viennent un peu en vacances. En même temps, il faut les comprendre quand même, le contexte est un peu particulier pour eux. Et là, le fait d'avoir justement 2 équipes de la même conférence, dont une qui devrait un peu lutter pour les play-offs, je pense que c'est quand même la garantie d'avoir une affiche assez, compétitive. Puis voilà, l'ambiance de toute façon n'est pas si dépendante du match que de l'événement. C'est toujours un plaisir d'avoir la NBA à Paris, donc là, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il y aura quand même au moins le minimum syndical d'ambiance. Ouais, c'est clair. En fait, en termes l'ambiance, c'était vraiment assez particulier parce que voilà, les gens étaient contents d'être là. C'est vrai que les places sont pas données, donc les gens sont motivés. Ceux qui sont dans la place, ils sont vraiment pour profiter au max. Là où c'est un peu particulier parfois, c'est que finalement, forcément, il n'y a pas forcément la salle est pas acquise à une équipe ou à l'autre. Donc Mmh. il y a des moments, en fait, finalement, les gens sont contents d'applaudir les belles actions, mais t'as pas ce côté un petit peu supporter qui fait que les gens vont scander le nom de leur équipe ou crier défense à la fin quand c'est un peu serré. Ça, c'est des matchs un peu particuliers. Et comme tu l'as dit, les équipes viennent un peu en vacances. Et faut dire aussi, faut reconnaître que c'est pas simple parce qu'à ce moment, le décalage horaire, toute la semaine, il y a énormément de médias, de presse, etc. Ils sont un peu trimballés dans tous les sens. Fait que tu sens un petit peu que quand arrive le match, c'est même pas que les équipes veulent pas jouer, mais elles ont pas forcément vraiment leurs jambes ou sont pas forcément vraiment dans l'ambiance pour disputer un match. Là, par contre, comme c'est quand même deux équipes qui ont vraiment des choses à jouer, ça garantit peut-être un peu plus de sérieux et d'application, ou du moins de motivation, quoi. Ouais, et puis, pour ce contexte un petit peu de vacances aussi, il faut se dire qu'ils viennent tous avec leur famille, ils visitent Paris. Ça fait partie aussi du jeu pour la NBA, d'emmener les familles du staff, des joueurs et cetera. Donc pour eux, c'est vraiment, littéralement des vacances. Et d'ailleurs, quand tu entends Sean Marks et Kobe Altman qui en parlent, ils te disent tout de suite, «Nous, on est très heureux de venir. C'est l'occasion du coup de faire un match NBA à Paris, mais aussi pour nos équipes de créer, un souvenir mémorable dans la capitale française», bla. Donc, il y a ce côté directement de eux, ils viennent aussi pour profiter de la ville et tant mieux pour ça. C'est quand même assez sympa. D'ailleurs, on retrouvera Will Weaver, le coach du Paris Basket qui maintenant est assistant des Nets. Donc, voilà, ça fera un petit comeback pour lui aussi, pour ceux qui ont suivi la saison de Betclic. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit représentant, en l'occurrence pas français, mais du championnat.
Ouais, c'est vrai que tu fais bien de le noter parce qu'habituellement, il y avait, enfin, on avait l'impression que la NBA essayait quand même d'envoyer dans ces matchs qui étaient joués à l'étranger, qui est toujours un joueur natif du pays. L'an dernier, il y avait Kylian Hayes qui avait même été titulaire, qui avait fait une très bonne entame de match. Bon, c'était un peu plus compliqué sur la suite, mais cette année, sur le papier, pour l'instant, il n'y a pas forcément de joueurs français, donc ça sera la petite marque tricolore, ça sera effectivement Will Weaver. Euh, voilà un petit peu pour le match. Non, on peut aussi souligner, donc sinon le match sera disponible sur beIN Sport, sur le League Pass bien entendu. Et ce qui était vraiment intéressant, je pense, d'un point de vue basket, c'est tout le buzz que ça avait quand même généré. Quand la NBA vient à Paris, vient en France, ça fait parler même beaucoup les médias généralistes, etc. Donc ça, c'est quand même toujours intéressant quand on aime bien le basket de pouvoir, d'avoir notre sport qui est un petit peu mis en avant par d'autres types de médias. Ça, je pense que la machine à promotion de la NBA sait très bien faire, donc il devrait y avoir un gros buzz à nouveau donc, autour du 11 janvier prochain, autour du basket en France. Quoi. Un article de Picsou Magazine peut-être, cette fois encore. Ouais, c'est vrai. Mais Le... non, ça fait plaisir et je pense que ça fait partie aussi ça contribue à un petit peu l'élan de la NBA en France. C'est un métrique qui est, totalement subjectif, mais quand je sors dans la rue d'année en année, il y a de plus en plus de maillots, de casquettes, de sacs NBA et j'ai l'impression que le fait que la NBA se déplace en France, il contribue pas mal. Puis même, il y avait eu, l'année dernière et chaque année, les joueurs qui viennent par exemple, au NBA Store ou dans des événements pour rencontrer les fans, voilà, c'est aussi des trucs qui font plaisir. Même la NBA House, on imagine qu'ils vont refaire un événement similaire où ils avaient invité un petit peu, il y avait eu un match avec Tony Parker, avec, je sais plus exactement qui était là, mais c'était un match assez sympa et C'était Joachim Noah, je crois, il y avait Joachim Noah et il y avait il me avec eux, semble. je crois qu'il y avait, un pilote de F1, je pense que c'était Pierre Gasly. Mais enfin voilà, c'est des événements qui sont rigolos. Pareil, il y avait eu quelques signatures d'autographes là-bas. C'est parti du fun du Paris Game et c'est parti du fun dont les fans peuvent profiter aussi, parce que tout le monde pourra évidemment pas aller voir le match. Par contre, ces événements-là sont plus accessibles et un peu plus intéressants pour tout le monde, quoi. Ouais, carrément. Bah écoute, voilà pour l'info brute. Maintenant, on va repartir un petit peu. L'été, c'est toujours la période des spéculations. Je voulais parler avec toi, Benjamin, alors 3 joueurs qu'on pas signés, mais pour lesquels on parle de prolongation potentielle dans différents timings. Le premier dont je voudrais parler avec toi, c'est Anthony Davis, voilà, qui est éligible pour une extension de contrat, une prolongation de contrat du côté des Lakers. Euh, on l'a vu, le GM avait annoncé dès la fin de la saison dernière que les Lakers seraient dans une dynamique de continuité, qu'ils avaient beaucoup aimé leur fin de saison. C'est vrai que c'était un petit peu un renouveau. J'ai le sentiment que tous les trades que les Lakers ont fait à partir de la mi-saison ont été payants pour Los Angeles. Un parcours en playoff plus qu'honorable, défait bien sûr par les futurs champions, les Denver Nuggets, mais au terme pardon, d'une série qui, même si elle s'est finie sur un sweep, a été compétitive. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même une série vraiment intéressante à suivre. Donc, dans cette idée de continuité, ils ont re-signé Austin Reeves, ils ont re-signé Rui Hachimura, ils ont re-signé D'Angelo Russell, à voir si c'est pour le conserver vraiment ou si c'est pour avoir un asset plus tard. Et donc, voilà, il y a le cas Anthony Davis. Éligible à une prolongation. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que ça devrait se faire rapidement? Quel est ton sentiment autour d'Anthony Davis, Benjamin? Ah, je trouve que la question importante que ça amène, c'est un peu l'après LeBron James, parce que les contrats de Davis et LeBron sont synchronisés actuellement. Donc là, cette année, il est sur sa dernière année de contrat vraiment garantie. La saison suivante, il a une player option dans les 43 millions de dollars. Donc il y a cet enjeu quand même de sécuriser une star, la seule de l'équipe en dehors de LeBron James. Bien sûr, Reeves, D'Angelo Russell, etc. ont une certaine aura médiatique, mais Davis reste quand même largement c'est un vrai All-Star, quoi. Donc, il y a cette idée quand même de se dire, ils veulent sécuriser une star pour l'après LeBron James, parce qu'on se doute bien qu'il va pas rester éternellement dans cette franchise, qu'il va pas rester éternellement d'ailleurs parce qu'il vieillit. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu quand même pour les Lakers de sécuriser Davis en se disant: «Voilà, déjà on ne sait pas exactement où on va». Ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont pas de pick, donc il faut qu'ils gardent leurs joueurs. Ils ont prolongé, comme tu l'as dit, pas mal de leur effectif. Donc il y a quand même cet enjeu de garder une des pièces maîtresses, donc il y a pas de raison et côté Davis, il a l'air de se plaire à Los Angeles. C'est quand même une franchise assez, attractive. Là, pareil, ses prolongations de joueurs, ça lui promet un cadre assez sympathique donc moi j'ai l'impression que tout est réuni pour qu'il y ait une extension de contrat.
Ouais, bah, je partage complètement ton avis. Je pense que ça sera fait, que ça sera fait avant le training camp, histoire que ça soit de débuter la saison sous les meilleurs auspices. Anthony Davis, alors bien sûr, on peut toujours critiquer son manque de capacité à être présent sur le terrain. C'est un joueur fragile. Moi, le premier, c'est quelque chose que j'hésite pas à souligner. Il faut reconnaître malgré tout que quand il est sur le terrain et Mmh. qu'il peut être associé à LeBron, ça donne une équipe qui est extrêmement compétitive. L'an dernier, je pense que c'est pas un secret de dire que c'était le meilleur défenseur de toute la post-season. Tout le succès des Lakers s'est bâti sur la défense de Los Angeles et la première raison de cette excellente défense, c'est la présence d'Anthony Davis. Tant qu'il est dans un effectif, tu peux construire une top 10 defense autour de lui. Je pense que c'est effectivement la logique que les Lakers essaient de le garder maintenant parce que peut-être qu'il ne sera jamais cette fameuse option numéro 1 d'une équipe qui joue le titre. Par contre, c'est clairement une option numéro 2 et c'est une option numéro 2 qui est extrêmement attractive pour d'autres stars parce qu'une fois que LeBron ne sera plus là, si Anthony Davis est toujours en bonne forme, bah tu te dis, bah voilà, t'as le lieutenant parfait pour faire venir une autre super méga star et les Lakers sont l'une des rares équipes qui peut parier sur la free agency pour faire venir des joueurs de ce calibre-là. Donc, comme toi, je pense que la prolongation va se faire, que c'est une très bonne chose pour Los Angeles. Je pense que Los Angeles aura une équipe vraiment compétitive dès le début de la saison et que la question principale tournera forcément autour de l'état de santé de LeBron et d'Anthony Davis. En tout cas, chapeau parce qu'au même moment l'année dernière du côté des Lakers, moi j'étais extrêmement pessimiste sur les capacités de cette équipe à rester compétitive avec tant que LeBron sera encore dans le roster. Là, je pense qu'on n'en est plus du tout là. Donc, bien joué Rob Pelinka. Parfois, faut saluer quand le travail est bien fait. Euh, je te propose de pivoter assez rapidement vers une autre équipe dont on parle beaucoup en ce moment, c'est les Sixers. Alors, promis, on va pas vous parler de Joel Embiid, on va pas vous parler de James Harden, on va vous parler de Tyrese Maxey cette fois-ci, qui, si l'on en croit ce qui se dit, ne devrait pas être prolongé cet été, mais pour autant, ça ne veut pas dire que Philadelphie fait une croix sur lui. C'est ça en fait, ils essaient de le garder dans les livres de compte, d'une certaine manière parce que là, il est encore sous contrat, sans lui donner l'extension pour avoir un petit peu plus de cap pour manœuvrer. En gros, pour expliquer la manœuvre d'un point de vue vraiment, stratégie de construction d'équipe, c'est que du coup, s'ils prolongent pas encore, Tyrese Maxey, ils ont plus de cap pour les années à venir, donc plus de cap pour signer des joueurs, par exemple, pour la saison 2024-2025. Concrètement, ça leur donne environ 17 millions de dollars de plus de marge. Donc, c'est quand même un move qui les arrange pas mal. Maintenant, pour Maxey, c'est un peu étrange aussi parce que d'un autre côté, c'est devenu, l'option, bah, quasiment numéro 2 si James Harden part. Enfin, même clairement numéro 2 si James Harden part et actuellement, c'est le numéro 3. C'est un joueur qui est jeune, qui est vachement talentueux, qui a montré d'excellentes choses, y compris en playoff. Donc, pour lui, ça doit lui faire un petit peu bizarre aussi parce qu'il attend une extension max et je pense qu'on s'attend tous à ce qu'il la signe. Et donc je pense que les Sixers, voilà, font un move qui peut paraître bizarre, mais qui s'explique aussi dans le côté construction d'équipe, par ce truc de salary cap justement. Ouais, bah, je te rejoins, Benjamin. Et puis j'imagine que donc, dans le même temps, donc, Daryl Morey a expliqué dans une interview récente à quel point il comptait sur Tyrese Maxey pour l'avenir, que c'était vraiment un joueur qu'il voulait conserver. Il a expliqué dans le détail tout ce que tu viens de dire, Benjamin, ce qui est assez rare, hein. Souvent, les GM ne rentrent pas dans tous ces détails pour expliquer leur décision sur les prolongations ou les non-prolongations de contrats. J'imagine que voilà, tout ça, ça a été discuté les yeux dans les yeux avec le joueur, avec son agent pour lui faire comprendre la démarche. C'est intéressant, comme tu le dis, pour Philadelphie parce que ça leur donne plus de flexibilité. Maintenant, voilà, on sait aussi la situation dans laquelle est le club. Tyrese Maxey est probablement l'asset le plus intéressant que les Sixers pourraient proposer si jamais ils devaient essayer de faire venir une autre star pour remplacer James Harden. Donc on verra ce que ça veut dire. Dans tous les cas, Tyrese Maxey, il signera son extension de contrat max à un moment ou à un autre. Ça, c'est sûr que ça soit. Il y a de bonnes chances que ça soit avec Philadelphie. Mais voilà, je pense que c'était intéressant d'expliquer un peu pourquoi il n'était pas prolongé dès cet été, quoi. Après, je pense qu'il y a aussi un risque quand tu vois, quand on dit, il va signer une extension de contrat, je pense qu'il y a quand même un petit risque qu'à terme, ce genre de choses puisse altérer un petit peu la relation entre, Maxey et l'équipe. Parce qu'il faut se dire que le gars actuellement, shoot à plus de 40 à 3 points. C'est vraiment un top joueur, quoi, et pourtant il a touché que 7,8 millions de dollars depuis son arrivée en NBA. Donc, la somme est pas monstrueuse par rapport à ce que les autres, gagnent autour de lui. Et moi, ça me rappelle un petit peu, je sais pas si tu te souviens, mais quand les Spurs avaient voulu faire venir, Lamarcus Aldridge, ils avaient mis un petit peu, Kawhi Leonard en attente en lui disant: «Bah, ton extension rookie,
elle attendra une saison de plus parce qu'on veut avoir le cap pour signer Lamarcus. Ils ont signé Lamarcus, puis ils ont proposé l'extension à Kawhi Leonard et en fait, ça a participé, je pense, à la relation qui s'est effritée entre, Kawhi et les Spurs et ce genre de scénario, ça fait quand même toujours peur parce qu'on se dit, je sais pas comment le prend Maxey, tu vois? On entend parler du côté de Daryl Morey, on comprend le move. Théoriquement, tout va bien, mais en pratique, tu vois? Est-ce que ça va Maxey? Je trouve que c'est une question qui est importante et j'espère que la réponse est oui et qu'on l'aura prochainement. Oui, bah écoute, non, tu fais bien de le souligner. Puisque tu parles de Kawhi, je pense qu'on peut pivoter et parler un petit peu des Clippers, parce qu'ils ont deux joueurs majeurs qui sont éligibles ou qui le seront très bientôt à une prolongation. Bah, c'est justement Kawhi Leonard et Paul George. On peut parler peut-être de Kawhi pour commencer, puisque tu le mentionnais. Benjamin, tu avais lu deux, trois choses à ce sujet, si je ne me trompe pas. C'est ça, voilà, on a eu un article sur Basket Session hier, de l'excellent, Cédric Hermès, qui nous parlait justement de cette, histoire de prolongation. En fait, il faut se dire que le contexte de Kawhi Leonard aux Clippers est assez similaire à celui d'Anthony Davis aux Lakers. C'est-à-dire qu'il arrive sur la fin du contrat. Donc évidemment, la franchise est construite autour de 2 stars, 2 ailiers stars. Donc, ce serait d'intérêt des Clippers de le re-signer ou de trouver une nouvelle star. Mais, voilà, donc il y a des conversations. Apparemment, les discussions sont saines, mais l'extension de contrat reste, assez lointaine. Donc même contexte vraiment qu'Anthony Davis. Là, il est sous contrat. Saison prochaine, c'est la player option. C'est synchronisé avec Paul George. Donc qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas encore exactement. Moi, ce qui me semble déterminant, c'est, une extension de contrat de Kawhi ou de Paul George ou des 2. Ça veut tout dire pour les Clippers. C'est clairement ce truc de, là, le projet n'a pas vraiment fonctionné à cause des blessures, à cause de plein d'éléments. Ça reste 2 top joueurs en NBA, Kawhi Leonard et Paul George quand ils sont sur le terrain, mais ils sont encore moins sur le terrain que, Anthony Davis. Enfin, je parle de Kawhi en particulier. Hem, c'est vraiment important quand même de les re-signer ou de re-signer une star, mais en même temps, il y a cette sensation que le projet n'avance pas, eux, ils vieillissent, donc qu'est-ce que tu fais concrètement? Donc en fait, je pense que ce move, cette extension de Kawhi Leonard, c'est archi déterminant pour les Clippers, surtout qu'ils s'apprêtent quand même à se lancer dans une nouvelle ère, avec une nouvelle salle, dans un nouvel endroit. Il y a quand même un vent de changement, donc ce qu'ils vont faire là maintenant et la saison suivante, c'est archi déterminant pour moi. Ouais, bah, je suis d'accord. En fait, pour moi, c'est pas tant la question, c'est pas tant de prolonger Kawhi ou plus tard Paul George, mais c'est vraiment le montant. Parce que si Kawhi ou Paul George viennent en disant, bah nous on veut prolonger, mais par contre on veut le max. Là, par contre, je trouverais ça extrêmement compliqué parce qu'il faut quand même reconnaître que pour l'instant, ce projet est un échec. Alors, pour autant, je pense que ça ne veut pas dire que les Clippers ont eu tort de tenter ce pari quand ils ont signé Paul George et Kawhi Leonard. Mais par contre, voilà, il faut reconnaître que c'est un échec par leur manque de... Voilà, ils n'ont pas pu disputer suffisamment de matchs ensemble dans les moments clés des saisons pour espérer aller jusqu'au titre, au moins jusqu'à la finale, jusqu'en finale. Donc du coup, la question, c'est vraiment ça, c'est sur le montant. Euh, la logique voudrait que les Clippers refusent de leur filer, de leur offrir le max, parce que vraiment ça les engagerait, ça les plomberait potentiellement pour on ne sait pas combien d'années si jamais ils continuaient d'avoir autant de problèmes de santé. Donc la question, ça va être ça. Ça va être est-ce que Kawhi et Paul George sont prêts à baisser leurs prétentions salariales et comprennent que quand tu peux jouer que la moitié des matchs d'une saison régulière, tu peux pas forcément demander le maximum. Ça va être, je pense que c'est vraiment être le nœud du problème du côté des Clippers. Par contre, sur le principe et sur l'idée de les prolonger, je te rejoins, c'est essentiel et je pense que ça fait sens parce que quelque part, tu te dis, on a tenté ce pari depuis tant longtemps, aussi longtemps. Ces joueurs-là, en théorie, sont encore dans leur prime ou sur la fin de leur prime, donc ça vaut le coup de tenter encore un dernier baroud d'honneur quelque part, surtout si tu veux rentrer dans ta nouvelle salle avec une équipe compétitive et pas dire tu es en train de reconstruire de zéro le moment où tu inaugures ta nouvelle salle. Ah, c'est Donc je pas pense très qu'il devrait sexy, être signé, quoi. c'est sûr. Ouais, non, c'est clair. Après, pour cette histoire de Max, ce que je me dis aussi, c'est que Kawhi Leonard et Paul George, c'est quand même 2 joueurs qui ont un petit palmarès, quoi. Kawhi, c'est un quintuple All-Star, champion NBA, MVP des finales. Est-ce que lui va accepter de prendre moins que le max? Je pense que, bien sûr, il n'est pas insensible à l'argument, il n'a pas joué en 2021-2022. Dans la bulle, il s'était blessé. Quand les Clippers étaient en playoffs, ça les empêchait d'accomplir leurs objectifs. Là encore, il s'est blessé en fin de saison. Donc il y a quand même un contexte où, évidemment, on a envie de lui donner moins que le max. Maintenant, je pense que c'est quand même un joueur max et qu'il va le négocier en tant que tel. Et je pense que je vois pas un monde dans lequel Kawhi et Paul George prennent moins que le max, en fait. Je sais pas si pour toi c'est une option réaliste, mais je pense qu'ils l'accepteront pas, en fait.
Bah moi, je pense que ça serait catastrophique pour les Clippers de donner le max à l'un et encore plus aux deux. Et je pense que pour moi, ça doit même pas être une option pour les Clippers de leur offrir le max. Ça les plomberait à coup sûr. Je comprends ce que tu as dit, tu as raison sur le palmarès, sur le niveau de ces joueurs-là quand ils peuvent jouer. Maintenant, quand tu signes un nouveau contrat, c'est pas tant pour ce que tu as fait que pour ce que tu vas faire et ce que tu vas être capable de faire. Donc on sait bien que c'est toujours le jeu entre les agents et les clubs et que c'est toujours là que c'est compliqué de mettre le curseur au bon endroit parce que les franchises ou les joueurs n'ont pas forcément exactement le même avis sur les joueurs. Euh, Moi, je trouverais ça même irresponsable de la part des Clippers d'offrir le max à ces deux joueurs-là. Euh, il y a trop de matchs manqués, trop de séries de playoffs qui se sont terminées trop tôt. Alors certes, ils ont fait une finale de conférence ce que les Clippers n'avaient jamais été capables de faire jusqu'à présent, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose a été montré pour cette équipe qui joue le titre tous les ans. Euh, je trouverais ça fou. Moi, je serais vraiment, je tomberais de ma chaise si les Clippers acceptaient de donner le max à Kawhi ou à Kawhi et Paul George. Moi, je te cache pas que ce serait un peu l'inverse, tu vois. Je serais super surpris qu'ils leur donnent pas le max. Surtout qu'on est quand même dans une NBA où plus on avance et plus les stars prennent des contrats max facilement. Et je pense que typiquement, si les Clippers sont pas prêts à mettre le max sur Paul George, en particulier Paul George ou Kawhi Leonard, je pense qu'une autre franchise le fera en fait. Par exemple, je sais pas, t'es les Bulls, t'essaies de passer encore un cap. Il y a Kawhi Leonard et Paul George sur le marché qui sont dispo. Est-ce que tu leur donnes pas le max un petit peu dans l'espoir de te dire c'est peut-être eux qui vont débloquer la situation ou tu te dis je vais faire un pari comme les Raptors en 2019 et malgré les blessures de Kawhi Leonard, allez ça part, il nous suffit d'une bonne saison pour que ça fonctionne. Enfin, je pense il y aura un marché pour ces joueurs-là. Je pense qu'il y aura un contrat max au bout. En fait, je le vois mal autrement. Donc c'est vrai que ça pourrait plomber les Clippers. Mais je pense qu'il n'y a pas un monde dans lequel Kawhi ou Paul George acceptent vraiment un contrat qui est vraiment de manière significative inférieur au max. Après, bon, quand on parle de max, tout dépend. Il y a différentes. C'est vrai que ce qui est intéressant, enfin, il y a la somme brute et il y a aussi le nombre d'années. Il y a les options qui peuvent être du côté du joueur ou du côté de l'équipe. Tout ça, ça peut rentrer en ligne de compte. Si jamais ça devait partir sur un contrat max, pour moi, ça serait un contrat court. Ça serait pas un contrat au maximum du salaire, maximum d'années. Faudrait que ça soit un contrat plus court, genre 2 ans plus 2 plus un par exemple, tu vois. Ça, je pourrais le comprendre du côté des Clippers. Par contre, je les verrais vraiment pas offrir tu sais, le salaire maximum et le maximum d'années. Ça me semblerait trop fou. Sur un contrat intermédiaire, ouais, type 2 plus un peut-être. Effectivement, peut-être que ça, avec avoir quand je dis plus un, à voir de quel côté serait la dernière année optionnelle, si l'option serait du côté de l'équipe ou du joueur, ça me semblerait plus raisonnable, effectivement. Ouais, clairement, je pense que ce serait un petit peu l'option parfaite pour les Clippers. Maintenant, c'est toujours la même question, c'est Kawhi, il va avoir du coup 32 ans, je pense. Paul George, c'est à peu près pareil. Donc, je pense que eux, dans le même état d'esprit, ils vont se dire, allez les gars, on va chercher un contrat sur la durée parce que ils sont conscients tous les deux qu'ils arrivent un petit peu à leur date d'expiration. Donc, c'est pareil, ça va être une belle guerre, on va dire, de négociation entre les Clippers et Kawhi Leonard et Paul George parce qu'on a quand même vraiment deux joueurs qui sont top. Deux joueurs qui, quand ils jouent, sont merveilleux. Les Clippers, je pense, auraient pu faire des choses s'ils n'avaient pas été blessés. Dans la bulle, ils n'étaient pas si loin que ça. Même sans Kawhi Leonard, après, ils ont continué d'avancer un petit peu et de vraiment. Ils étaient dangereux. Et je pense qu'ils auraient pu le faire. Mais c'est ce contexte vraiment qui est si particulier aux Clippers qui fait que les négociations vont être très particulières aussi. Et je pense très intéressantes. Ouais. Eh ben, en tout cas, affaire à suivre, effectivement, ça va être une partie de l'avenir des Clippers, de toute façon, va se jouer autour de ces signatures et de ces resignatures. Voilà, on va refermer la page du CQFR pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain. Alors, on ne sait pas, vous, ce sera la surprise, vous ne saurez pas sur qui vous tomberez, si ça sera avec moi, avec Benjamin, avec Shai, avec Antoine, avec un invité mystère. Pour le découvrir, il faudra être au rendez-vous demain matin. D'ici là, allez sur Basket Session si vous voulez trouver toutes les dernières rumeurs, les dernières infos chaudes. Et on vous dit à très vite. Merci Benjamin encore une fois d'avoir été avec nous ce matin. Ah, merci à toi et puis à très vite tout le monde, j'espère. Ciao.